Bonsoir, je m'appelle Sylvana Santini, je suis une professionnelle de terrain spécialisée dans l'accompagnement humain. Chaque jour, je rencontre des personnalités fabuleuses aux expériences de vie différentes. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Jenna pour un témoignage concernant la dépression et le suicide. Retrouvez-moi sur Instagram tous les vendredis à 20h en live et n'hésitez pas à suivre ma page Sylvana Respire pour avoir accès au contenu Respire qui pourrait vous intéresser plus individuellement. Bon visionnage à vous. La dépression. Voilà, bel intitulé. Alors, en fait, donc aujourd'hui, oui, effectivement, c'est pas un sujet qui est très très drôle, mais je pense qu'il faut en parler parce que déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de tabous autour de ce sujet. Beaucoup de gens, alors de gens malades déjà, je pense, le cachent et quand on en a dans ton entourage, il y a souvent un sentiment de honte. Or, c'est une maladie comme les autres, et effectivement, le fait qu'elle soit psychologique et pas physique, les gens n'ont pas du tout le même regard sur le malade, alors que ça reste quelqu'un de malade. C'est une Et pathologie. moi aujourd'hui, euh, pardon, vas-y. J'interviens sur tout ce qui est un peu plus théorique, mais c'est une pathologie hyper traite parce que c'est aussi le prolongement d'une éventuelle personnalité. Il y a des C'est ça. personnes qui sont euh, souvent ou nostalgiques, mélancoliques, et ça peut être aussi une personnalité où on ne sait pas trop quand est-ce que la personne bascule ou pas. Mais effectivement, quand on a ces travers-là, euh, dans n'importe quel degré que ce soit, il faut impérativement le parler. Voilà. Je vais juste intervenir comme ça de temps en temps. Oui, ouais. Ouais. Oui, et puis oui, comme tu dis, la différence avec une maladie physique, c'est qu'il est compliqué de faire la distinction entre la personne, ce qu'elle est, et sa maladie, puisque à un moment donné, ça se rejoint et on ne sait plus trop qui on a en face, même par moment. Donc c'est un peu compliqué. Donc juste pour recentrer le truc, donc moi, si je voulais témoigner aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu une maman donc bipolaire toute sa vie, enfin toute sa vie quand moi je l'ai connue, on va dire, et qui a fini par se suicider malheureusement, comme ça peut arriver chez des gens bipolaires. Et du coup, je voulais en parler parce que je trouve que c'est important d'en parler et d'arrêter d'avoir honte surtout et essayer de gérer les choses différemment. Parce que aujourd'hui, avec toi aussi et avec les années qui passent, il y a des choses dont on se rend compte et des choses qu'on se dit qu'on aurait pu gérer différemment. Et ce que je fais aujourd'hui, j'aurais aimé que quelqu'un le fasse pour moi peut-être plus tôt, malheureusement. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler. Peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont concernés par ça, qui savent pas comment réagir, parce qu'on passe par plusieurs stades. Et donc voilà, c'était aussi pour faire, voilà, pour en tout cas moi expliquer moi mon chemin de vie. Et si ça peut aider aussi des gens à le gérer, ça peut être une bonne chose. C'est ça, et puis le témoignage, par définition aussi, enfin, c'est bien de le rappeler pour les personnes qui auraient tendance à pas vouloir le faire, mais le témoignage, c'est quelque chose qui va témoigner par définition, mais du coup, permettre l'existence d'une autre forme de situation de vie. C'est-à-dire que la façon dont l'acte est vécu, la façon dont on vit quelque chose, c'est un fait. C'est un fait qui est pour le coup extrêmement violent. Et ensuite, il y a la façon dont toi, tu vas le traduire plus tard dans ta vie. Donc là, tu en es là aujourd'hui, mais peut-être que c'est bien de reprendre un petit peu le déroulement. Peut-être, bien entendu, j'ai vu déjà avec Jenna en amont ce qu'on avait abordé. Donc, ce que j'avance là, c'est ce qu'elle veut avancer. Mais peut-être parler euh, pendant ta relation avec ta mère, un petit peu comment c'était, qu'est-ce que tu as vécu avec elle, quels ont été un petit peu ouais, les épisodes en fait, quels sont les épisodes, et puis la mère, il y a quelque chose de... ça cumule en fait, parce que quand on a une personne dépressive dans son entourage, c'est un fait, donc c'est déjà chiant et c'est déjà compliqué, c'est déjà tout ce qu'on veut. Quand c'est la mère, ça vient heurter quelque chose. Ben, d'ailleurs, le fonctionnement du programme, l'aller-retour que tu as fait dans le programme, il y a quelque chose qui Mm. relève de la racine de l'individu. Si c'est heurté, il va falloir qu'on travaille très très en profondeur dans la personne. Et là, c'est ce qui s'est passé pour toi. Donc c'est intéressant Mm. si tu expliques un petit peu ta vie avec elle.
la vie, la période un peu de latence où tu as un peu essayé de lâcher prise et le déni, tu vois, toutes ces processus-là, en fait, un petit C'est pas Oui, parce qu'il y a plusieurs phases, je pense, chez les patients, mais il y a aussi plusieurs phases chez les gens qui vivent autour. Moi, ça a commencé, franchement, quand elle a commencé à être malade, j'étais vraiment toute petite. Donc finalement, je ne l'ai jamais connue pas malade. Euh, Au début, peu. alors je pense qu'au début, Hmm. Quand tu Pardon? es enfant, quel comportement tu as avec ta mère? Du coup, si tu avais compris qu'il y avait un problème dans son comportement? Oui, oui, même enfant, en fait, on se rend compte qu'il y a un problème parce que moi, je sais que je me rendais compte. Alors, au début, on peut avoir l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu soupolé, qui d'un coup s'emporte, etc. Là, moi, je sentais quand même beaucoup de nervosité euh, chez ma mère par moment. Des périodes où on savait qu'on ne devait pas broncher, on ne devait rien demander. Alors je dis on parce que j'étais avec ma sœur, mais voilà des périodes où c'était assez dur. Euh, et après, par contre, des périodes de grande joie où tout est super, tout est génial. Donc, si, enfin, en tout cas, moi, de mes souvenirs, oui, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, clairement. Après, en grandissant, vers 6 7 ans, donc on n'est pas vraiment encore grand à cet âge-là, mais Ben après, toi, après, je voyais des choses et que je comprenais. Hmm. excuse-moi, je te coupe, on dirait que je suis avec toi, donc je discute, tu vois, mais euh, Oui, vas-y, vas-y. toi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, dans ta sécurité d'enfant, enfin, dans ta recherche de sécurité d'enfant, tu as vite développé une espèce de maturité. Oui, oui, puis c'est quelque part on se sent responsable finalement de soi parce qu'on sent que la personne qui est en face de nous, elle a des failles et que du coup, voilà, il faut réagir aussi. Et moi après en grandissant, donc après il y a des choses qu'on ne comprend pas enfant. Enfin, enfant, je dis enfant non parce qu'en fait j'étais enfant, mais vers 8 ans, on commence à comprendre quand quelqu'un se fait mal, quand quelqu'un se blesse, quand on a la vue du sang. Donc tout ça, on comprend que la personne fait des choses qui sont pas adaptées. Donc même si on sait pas exactement ce que c'est encore une TS ou une tentative de suicide, quand on voit ces choses-là, j'avais les premières, franchement, j'étais petite, je savais déjà qu'il y avait un problème, quoi. On sait très bien ce que c'est et du coup, j'étais capable de réagir alors que j'avais 7 8 ans pour prévenir quelqu'un, voilà, pour lui venir en aide. Donc très vite, ouais, effectivement, on prend un rôle qui n'est pas le nôtre. Et ensuite, donc moi je suis passée par plusieurs phases, c'est-à-dire qu'au tout début de la maladie de ma mère, mes parents se sont séparés et je pense que l'entourage n'a pas réagi tout de suite non plus. Alors déjà, il y a 30 ans, on en parlait beaucoup moins de cette maladie-là. Donc on se dit, bon, c'est une femme qui traverse en plus une période compliquée, on lui laisse quand même ses enfants, on va pas en plus lui prendre ses enfants. Donc je sais qu'avec ma soeur, on a continué au début de vivre avec elle jusqu'à ce qu'il y ait un jour une tentative de suicide plus importante que les autres avec les pompiers, la police, etc. Et là, bah, par contre, on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette femme est avec ces enfants-là, etc. Euh, et donc de là, après moi, donc je n'ai plus vécu avec ma mère puisqu'il y a eu une période où elle a été internée pendant presque 2 ans. Alors c'est pareil, ça chez les bipolaires. En tout cas, moi, chez ma mère, c'était beaucoup d'allers-retours en hôpital psychiatrique. Et alors ça, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup étonnée et choquée parce que c'est vrai qu'on ne peut pas retenir quelqu'un de force, mais quand on voit quelqu'un sortir et nous, on sait pertinemment que ça va pas durer et on voit que la personne, elle est mal, c'est compliqué. Mais en même temps, ils ne retiennent pas contre leur volonté. Il faut que ce soit ou un parent ou un enfant qui décide de faire interner dans ce cas la personne, sauf que Ça, quand on est enfant, ce sont les HO, hein, c'est les hospitalisations d'office. Il faut soit, c'est même pas les hospitalisations d'un tiers, c'est les hospitalisations d'office. Il n'y a que la famille qui est apte c'est euh, ça. à, à réaliser ce genre de choses. D'ailleurs, je le dis à tout le monde, mais c'est vrai que si on a dans l'entourage tout ça, parce que le contexte actuel, il est chaotique, en tout cas moi, de ce que j'entends au quotidien parler des gens, en dehors de l'optique débordant de tous les humains qui est merveilleux et qu'il faut qu'on conserve, le mien en premier, quand je vous partage des petites fleurs et tout, ça c'est génial, il faut vraiment le maintenir. Au-delà de ça, je ne sais plus ce que je voulais dire. Que l'hospitalisation, c'est uniquement La, pour l'entourage, enfin, la l'entourage qui peut le faire. hospitalisation d'office, si dans votre famille, vous avez des personnes que vous sentez en danger, que vous sentez
aller mal, avoir des conduites différentes, que vous reconnaissez pas trop quelqu'un, tout ça. L'hospitalisation d'office, la chaux, donc c'est normalement quelque chose qui peut être réalisé sous demande. Vous avez aussi l'hospitalisation par un tiers, donc si vous êtes extérieur. Et après, par exemple, les personnes qui ont même pas, j'allais dire les personnes qui sont diplômées dans l'aide à la personne, tout ça, mais pas du tout. Absolument tous les citoyens sont aussi en mesure de faire des espèces de signalements en fait de bienséance humaine aussi, parce que c'est vrai que ça va causer des problèmes dans la vie de l'individu. Par exemple, elle n'a pas envie d'être dérangée dans cette... La personne dépressive n'a pas envie d'être dérangée dans sa dépression, mais c'est parfois un séjour quelque part qui peut aussi permettre de lui sauver la vie. Donc, si la dépression est chronique, bien entendu, mais elle fonctionne aussi par phase aiguë. Si à un moment donné, dans une phase aiguë, vous arrivez à orienter la personne en détresse en HP, donc en hôpital psychiatrique, ça peut aussi l'aider sur un laps de temps court. Hein. Moi, Oui. je respecte la psychiatrie et tout ça, mais je suis contre les hospitalisations longues. Pour moi, la personne qui va mal en dépression, tout ça, doit au contraire rester en milieu ordinaire et multiplier les activités lambda pour ne pas s'enfermer justement dans l'institutionnalisation, tout ça. Mais ça, c'est ce vers quoi je lutte, moi, avec ce que je fais aujourd'hui avec Respire, quoi. Voilà. Donc, pour les... Mais je pense aussi qu'il y a des méthodes il y a 30 ans qui aujourd'hui, heureusement, ne se font plus. Mais à l'époque, enfin moi en tout cas, ce que ma mère me disait, c'est qu'on lui avait fait des électrochocs. Donc ce sont des choses, enfin, j'ose espérer, qui aujourd'hui ne se font plus et qui à l'époque, enfin, je pense que c'était vraiment dévastateur pour la personne, plus que ça ne l'aidait, c'est-à-dire qu'on sort, on est un zombie. Alors ouais, pardon, vas-y. Est-ce que Je t'entends super mal. est-ce que tu m'entends? Oui, Tu m'entends mieux là ou là? pareil. Je t'entendais bien tout à l'heure et en fait maintenant je t'entends beaucoup moins. Je sais pas pourquoi. Là, tu m'entends? Je t'entends doucement, ouais, mais je t'entends quand même. C'est étrange. Bon. Ouais. Et sinon, les autres, je sais pas, les gens, s'ils m'entendent ou pas, mais peut-être que s'ils m'entendaient pas, ils me l'auraient dit, ou alors ils s'en foutent. Mais je pense pas quand même. Pas. C'est là que tu sais si les gens t'ont écouté ou pas. Exactement. Alors attends, qu'est-ce que je devais raconter là? Non, je te parlais des méthodes qui, je l'espère, avaient évolué Oh, parce que les électrochocs, ça paraît fou. Enfin, je vois aujourd'hui, je regarde des séries des fois d'horreur et en fait, on voit ça dans les séries d'horreur, mais c'était la vraie vie. Il y a 30 ans, c'était ça, quoi. bien sûr. Alors ça existait il y a peu encore, mais je crois ça coupe quand tu parles. Ah, Bah, c'est bizarre. David, il m'a dit que c'était bon le son, donc mettez-vous d'accord. voilà. Bon, je continue. Et puis si jamais il y a un bug, vous me le dites. Les électros, en fait, l'objectif de l'électro. Merci, Shamsia. Alors, D'accord. les électrons, en fait, le but, c'est de brûler. De brûler Je ris, mais c'est hyper barbare, en fait. Ce sont des espèces ouais, c'est des décharges des décharges électriques qui vont dissoudre la partie du cerveau où se loge le délire psychotique ou le délire psychiatrique, voilà, enfin, psychologique. Donc, on pose donc les électrodes et enfin les espèces ouais, des électrodes en fait. Hein. Et en fait, ça brûle vraiment au niveau cérébral. Et quand la personne qui est atteinte de délire psychotique a terminé la séance, elle a plus de délire. Ouais. Alors, c'est exactement Mais pourquoi ça règle pardon, vas-y. c'est exactement le même fonctionnement que la chimiothérapie, c'est-à-dire on canarde tout et après on voit comment ça se reconstruit. C'est un peu comme si ça grillait les neurones, sauf que c'est quand même localisé sur les parties du délire, quoi. Voilà. Donc c'est D'accord. qui permettait aussi de permettre aux gens d'aller mieux. Parce que les gens qui sont dans des délires psychotiques, c'est l'enfer. Je veux dire, ils ont des... vraiment, je sais pas les personnes qui ont... Enfin, moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui ont des délires et parlé sérieusement. C'est-à-dire, je leur ai demandé vraiment comment ça se passait dans leur tête. Ça ressemble à une espèce d'enfer cérébral. Voilà, donc le fait que ça s'arrête même pendant 15 jours, Jenna, c'est quelque chose aussi qui peut être
bien pour une personne. Après, voilà. Si Mais ça est-ce qu'à long terme, ça rend pas... Alors après, honnêtement, je saurais pas te dire si c'est les médicaments, les électrochocs. Après, il y avait l'alcool aussi parce que je pense que beaucoup de gens bipolaires aussi, à un moment donné, en viennent à l'alcool aussi. Mais en tout cas, il y a eu des périodes où clairement, c'était un zombie. Donc oui, elle avait plus de haut et de bas, mais en gros, vous avez quelqu'un en face de vous qui... Enfin, vous sentez dans le regard qu'il n'y a plus personne à l'intérieur, quoi. Enfin, mais même dans les yeux, je ne reconnaissais pas ma mère. ta mère est diagnostiquée bipolaire à ce moment-là? Oui, ah oui, oui, oui. Ça a été fait. Alors, je pense que ça a été fait assez tôt, mais qu'on nous l'a pas dit à nous. Enfin, ma sœur et moi, par exemple, on ne nous l'a pas dit. Comme on ne nous a jamais dit qu'elle était en hôpital psychiatrique. Oui, oui, On ne savait pas où elle était. c'est la raison de. C'est pourquoi tu t'exprimes aujourd'hui aussi. Je pense que tu en as Oui, marre de cacher des choses et on a besoin de connaître son histoire aussi, hein. C'est ce qu'on disait, enfin, c'est ce que je disais au début avant que tu sois là. C'est pas parce que les choses elles sont nulles qu'il faut pas qu'on en parle. En fait, c'est n'importe quoi. Ou sinon on parle de complètement. rien. La vie, elle est pas. C'est pas. Enfin, je sais pas. Ou alors il y a des gens qui ont l'impression que de ne pas te parler de quelque chose, c'est ne pas le faire exister. Ça me fait penser à l'enfant qui se cache comme ça. Exactement. C'est ça. On en parlait, c'est ça. C'est non, non, mais il n'y a rien. Parce que je pense que plus que de ne pas le dire pour nous protéger, quelque part, les gens de ne pas le dire, c'est ne pas le faire exister. Donc c'est aussi plus simple. Et dans l'entourage, finalement, personne ne s'était vraiment penché sur ce qu'est la bipolarité. Donc personne ne s'est penché dessus, personne ne nous l'a expliqué. Alors nous, en tant qu'enfants, en fait, ce qu'il aurait fallu, je pense, c'est s'informer, le traduire entre guillemets en langage enfant et l'expliquer à un enfant pour que ce soit à sa portée. Et c'est là où c'est important parce que du coup, la construction qu'on se fait de la personne, c'est sûr que si vous en êtes qu'au fait, vous, ben, en tant qu'enfant, vous vous dites, bon, ben, par moment, je vois que c'est ma mère, mais par moment, je la crains quand même parce que je sais qu'elle peut être dangereuse. Peut-être que si on nous explique les choses, on en a moins peur aussi. Et ça évite en grandissant, donc après, voilà, je vais expliquer un petit peu plus loin, mais en grandissant, de développer une espèce de colère euh, envers la personne, puisque D'accord. en fait la colère qui vient de l'incompréhension. Voilà. Je t'ai pas entendu, mais je t'ai vu faire voilà. Du coup, Voilà. Donc oui, moi. et puis donc hospitalisation suite à une énième tentative. Et ensuite, toi, donc tu grandis comme ça avec une maman qui est. Alors, est-ce qu'on peut passer vraiment à l'époque où tu es un peu ado et où tu comprends, où ta mère, elle te surcharge aussi, tu vois? C'est-à-dire qu'on parle de comment se vit la vie avec une personne qui est dépressive. Du coup, comment toi tu l'as vécu, à quoi ça ressemble? Alors, après son hospitalisation, elle a eu une période de stabilisation. Donc, ça se passait bien. Parce que les bipolaires, ils peuvent avoir parfois des phases courtes et des fois, c'est des phases très longues. Donc là, pendant l'adolescence, il y a eu toute une partie de mon adolescence où c'était une phase de stabilisation. Donc, ça se passait plutôt bien avec ma mère. Elle prenait son traitement. Après, on a toujours conscience que par moment, euh, la personne va avoir des réactions un petit peu particulières. Alors là, par exemple, c'était une période où elle était un petit peu stone. Donc, même si elle avait des variations au niveau de son humeur, finalement, enfin, moi, je le ressentais moins quand même. Après, on a conscience qu'on est avec quelqu'un voilà, qui peut avoir des réactions parfois un peu surprenantes, etc. Mais globalement, dans une première partie de mon adolescence, ça se passait bien. C'est-à-dire que j'étais plus dans le sens de la protéger, d'essayer de l'aider, de croire qu'on va la soigner et Du coup, que moi, parce hein. qu'un bipolaire, pardon. Du coup, ça se passait pas très bien en fait. Enfin, ça se passait bien pour toi dans ta tête d'ado, mais en Oui, réalité, par rapport à tout le reste en fait. Oui, ça se passait bien par rapport au reste, mais ce que je veux dire, c'est que ça se passait bien dans le sens où on arrivait quand même à s'entendre. En fait, je, je, euh, par exemple, je dormais avec ma mère, je lui disais tout le temps que je l'aimais. Je me disais que quand elle était dans des phases où elle était pas bien, qu'elle avait le sentiment de ne pas être aimée, que si je lui disais tout le temps que je l'aimais, si j'étais tout le temps là pour elle, à un moment donné, elle arrivera à se soigner. Et en plus, enfin, quand elle était dans ses phases basses, elle était beaucoup dans le reproche. Donc, on a l'impression qu'elle est comme ça aussi parce que ce jour-là, on n'a pas été assez sage. Et ça, on nous l'a dit, par exemple, avec ma soeur dans l'entourage. S'il vous plaît, ne faites jamais ça. On nous a dit, vous avez rendu votre mère malade parce que vous n'étiez pas sage.
Et Génial. votre mère, du coup, en gros, votre mère, elle a pété un plomb parce qu'elle en pouvait plus. Mm, mm. Oui, bon, ça Donc, voilà. paraît évident, hein, mais tu fais bien de le dire parce que ça existe. Oui, ça paraît évident, mais le nombre de gens qui me disaient soyez sage avec votre mère, sinon elle va faire une rechute. Non, que je sois sage ou pas, si elle doit rechuter, si elle doit être dans un cycle où elle est dans le bas, elle le sera. Que je sois sage ou pas, que je lui dise que je l'aime ou pas. C'est ça. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'avais l'impression que tout son équilibre reposait sur moi aussi. Donc, surtout ne pas mettre cette pression-là. Enfin, Une ça responsabilité. paraît logique, mais plein de gens de mon entourage me le disaient. Sois sage avec ta mère. Il faut être gentil avec ta mère, sinon elle va craquer. Enfin, voilà, on se sent responsable de tout, quoi. Alors, pardon. Juste, voilà. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Téléphone sonné. Oui, oui, culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose, c'est quelque chose aussi qui traverse le temps. C'est-à-dire que il faut faire très attention. Après, la culpabilité, je pense, de manière générale, il faut faire attention quand on rend l'autre responsable de quelque chose. Ça, on le voit beaucoup aussi dans des choses beaucoup plus simples, du style les séparations. L'enfant, par exemple, les mères qui disent oui, mais ton père, c'est un connard. Enfin, Ouais, des trucs de responsabilité de l'enfant, mettre la responsabilité aux enfants, les adultes. ouais, c'est ce que je voyais. C'est ça, mais ces adultes démunis, c'est exactement ça. L'enfant, c'est un bagage, comment dire, c'est un bagage qui porte. L'enfant, il porte parce que c'est des petits soldats qui vont tout faire pour satisfaire la mère. Et donc, il porte la responsabilité et donc la culpabilité. Après, ça fabrique des adultes qui sont complètement déconstruits. Du coup, il faut tout reprendre. Ou alors, ils fabriquent des schémas souvent sentimentaux où ils sont coupables de tout alors qu'ils n'ont jamais rien fait. Enfin voilà, ça déphase pas mal, voilà, ce truc-là vécu. Et en même temps, ça lui a permis aussi donc de te garder auprès d'elle tant de temps dans l'occupationnel aussi. C'est-à-dire que voilà, ça lui a permis à elle, très égoïstement, mais c'est pas elle, c'est sa maladie qui lui permettait à un moment donné aussi de ne pas être seule. Parce que dépression plus solitude, Ah oui, oui, oui. Là, effectivement, c'est compliqué. Et en plus, enfin, moi, je vois ma mère, les rares fois où elle s'entourait, euh, c'était pas des gens très très fréquentables. Parce que du coup, quand on est mal, en général, on a tendance à fréquenter des gens qui vont mal ou qui en tout cas ne sont pas très bons pour nous, quoi. mm, Mais en tout cas, dans un premier temps, ça se passait relativement bien par rapport au reste. C'est vrai que bon, moi, je pense que c'était presque la meilleure époque parce mm. que c'était un âge. Alors plus jeune, elle avait tendance à être violente. Là, adolescente, comme je prenais un peu un rôle d'adulte entre guillemets quand j'étais avec elle, il y avait plus cette violence physique ou en tout cas je pouvais la retenir. Et en même temps, quand elle était dans les bonnes phases, ça se passait bien. Donc voilà, globalement, ça se passait assez bien. Sauf que l'adolescence fait qu'à un moment donné aussi, on a une espèce de phase de rébellion aussi. Et à un moment donné, on n'arrive plus non plus à comprendre. Ça, c'est une phase qui est normale pour le coup. Et du coup, toi, en tant qu'enfant d'une femme qui ne te laissait pas vivre ta vie, bah, du coup, tu as cumulé la notion d'être responsable des choses jusqu'à ce que ça n'ait plus de sens à la fin, d'être responsable de tout. Oui, Voilà. Ouais. Donc, vas-y, ton adolescence. Donc, la crise d'adolescence est normale. Voilà, juste, c'est une parenthèse, mais parce que. voilà. Alors après, j'ai pas fait de crise d'adolescence parce que du coup, à cette époque-là, je suis retournée vivre avec donc mon père, ma belle-mère. Donc la crise d'adolescence, si vous voulez, enfin par exemple là-bas, ça se passait très bien. J'étais pas, en soi, enfin, j'étais plutôt une ado calme. Par contre, je n'acceptais plus le fait Alors déjà, quand on est adolescent, on a tendance à plus à vouloir accepter qu'on nous traite comme un enfant. Mais là, sachant que moi j'étais adulte depuis l'âge de 7 ans, en gros, j'acceptais encore moins qu'on me traite comme une enfant. Alors que la plupart du temps, c'est moi qui gérais tout et je gérais ma survie et celle de ma sœur. Du coup, j'acceptais pas du tout qu'on vienne me dire ce que j'avais à faire, quoi. Et après, ça a été beaucoup plus compliqué. Alors elle déjà parce qu'elle est repassée dans une phase de dépression sévère. Du coup, énormément d'alcool.
alcool, médicaments mélangés, donc ça fait Alors, pas du tout bon ménage. c'est un signe à retenir. Enfin, c'est pas drôle, mais tout ce qui est addiction, le fait de rééquilibrer un petit peu son plaisir, ça peut être des espèces de profils qui peuvent être décelables aussi dans l'entourage quand on est vraiment dans des extrêmes. Après, il y a des personnes qui sont alcooliques, mais pas dépressives. Mais tout ce qui est addiction, alcool, drogue, sport, on n'y pense pas. Euh, tout ça, ce sont des axes qui peuvent aussi être des espèces de petits symptômes d'un profond mal-être du coup. Parce qu'on va se combler en permanence par des choses qui sont accessibles, puisque le bonheur ne Oui, est pas dans la tête d'une personne qui est atteinte de dépression. Et je dis bien atteinte parce que c'est une maladie. Il faut vraiment que ça soit reconnu comme tel parce qu'on passe trop à côté de la vie de beaucoup de personnes à cause de ça. Et c'est une maladie et il y a des prises en charge possibles. Oui, il y a un déni, bien sûr, il y a un déni. Il y a un déni. Enfin, là, on nous dit, je confirme, le sport peut être une fuite et une grande addiction, effectivement. Et après, il y a les marqueurs au corps aussi. Donc, après, ça nous oui. rend incohérents. On est quasi comme drogués. Mais par contre, oui, il y a un déni. Il y a un déni de cette pathologie-là, puisque aussi nous sommes dans une société, j'en ai parlé sur ma story il y a quelques jours, je disais qu'on est dans une société où tout le monde doit aller bien, en fait. C'est-à-dire qu'il faut comme si tout le monde va bien. Alors, moi, je vais bien, Jenna, elle va bien. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est social. C'est-à-dire que on va bien parce que voilà, on va pas être dans la plainte ou on va pas être dans le débordement, alors que surtout aujourd'hui, on est tous dans le même bateau, donc il faut qu'on se soutienne, donc on va pas être dans le déversement. Mais en même temps, je vois des gens arriver et je perds mon propos. Ça, c'est super chiant. Il faut que je me fasse faut que je fasse défiler des trucs. Qu'est-ce que je C'est disais? ça. C'est une mise à jour. Je Que te c'est qu'on n'est pas dans la plainte. on Pardon, est que tout le monde doit aller bien, quoi, en gros, en ce moment. Voilà, que tout le monde va bien et que c'est presque super cool d'aller super bien en ce moment. Mais du coup, si vous allez vraiment super bien, génial. Si vous allez super bien pour faire semblant que vous gérez la situation, arrêtez de mettre maintenant et mettez des mots sur les choses. Ça sert à rien de faire semblant. Après, si vous êtes pas trop bien, mais que c'est gérable, ça aussi c'est possible, parfait. Voilà, c'est s'autoriser à être en colère, joyeux ou autre, oui. S'autoriser à être triste aussi et pouvoir le dire. Moi, il y a des fois, il y a des jours où je suis dans des profondes tristesses et c'est très bien de le vivre, c'est très bien de le dire, voilà. Mais et c'est justement parce que on a la possibilité de le dire, de l'exprimer, de l'assumer, toutes ces émotions-là, de les assumer, qu'on ne les garde pas au corps. C'est ce qui nous permet de vivre mieux. Tout le monde va bien car tant que l'on n'a pas de symptômes, même pas. Il y a des gens qui ont des gros symptômes et qui passent 80% de leur journée Oui, à les cacher. Il y a des oui. stratégies mises en place. C'est comme les troubles alimentaires en fait. Hein, ça rentre dans des stratégies de dingue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se maquillent que quand il y a leurs petits-enfants qui viennent. Et après, tout le reste du temps, ils sont enfermés chez eux dans des espaces où en réalité ils vont très mal. Donc nous voilà avec Jenna là ce qu'on fait à travers enfin ce qu'elle fait à travers son témoignage et ce que j'appuie moi là, c'est le fait de pouvoir déceler des choses et voilà sans non plus être parano mais voilà. Ouais, et après, je reviens justement sur ce que tu disais. Donc déjà, deux choses. C'est-à-dire que ma mère était capable devant des gens qu'on pouvait croiser comme ça, de se faire passer pour quelqu'un qui allait très bien, hein. Ah C'est-à-dire voilà, que moi, il y avait des... Oui, elle gardait, à un moment donné, elle était nounou pour enfants. parfait, elle avait les codes en fait. Impeccable. Ah oui, mais complètement. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui venaient me voir, qui me disaient pourquoi, pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'es aussi dur avec ta mère, mais elle t'a rien fait, tu sais, elle t'aime et toi tu l'aimes pas, c'est pas cool. À l'époque où ça a commencé un petit peu à chauffer entre nous, et ça, on a envie de dire aux gens, mais enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous voyez pas les choses? Alors, il y a le déni de la personne, mais des fois, il y a le déni des gens qui sont en face. De le Parce que regard. même moi, dans mon entourage, il y a des gens qui ont continué de me dire, non, mais ça va, ta mère, oui, elle est un peu malade, mais ça va. Ça va. Elle fait des tests toutes les semaines et tu me dis que ça va? Mm, mm. Non. Donc, il n'y a pas que le déni du malade, hein, il y a le déni des gens autour aussi, hein. Bien sûr, ben, c'est social. Hein. De toute façon,
c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et après, en général, quand il y a un drame, un passage à l'acte, ben, du coup, ça devient extrêmement dramatique. Donc, on a cette capacité à mettre en Ouais. lumière la vie pétillante, positive et la mort. Il faudrait qu'on mette en lumière un peu la vie réelle, en fait. Bon, ça existe de plus en plus, hein, parce que les gens, ben déjà, avec ces contextes-là, on est en visio, donc on est plus dans des espaces intimes, donc les gens ont moins de code sociétal. Mais par contre, il faudrait encore plus appuyer ça, c'est-à-dire être dans une espèce de spontanéité. Voilà. Mm. Voilà. Voilà, voilà. Non, mais Sylvana, you are beautiful, but it's not the subject. You know what I say, Lord of the Depths. Il y a aussi la capacité des gens malades de se suradapter au code de la société pour la masquer. C'est ça. C'est Ne vrai. suis Ouais. pas peu d'être triste. La tristesse, c'est une émotion qui existe, c'est une émotion que l'on porte et c'est une émotion qui nous traverse. Si vous la rentrez là et qu'elle reste coincée dedans, elle ne vous traverse pas du tout et du coup, ben, vous la portez. Oui. Et je reviens aussi sur ce que tu disais sur les excès. Là, effectivement, on était complètement dans l'excès, c'est-à-dire bah, excès d'alcool, excès de tabac, excès au niveau de la consommation des médicaments, c'est-à-dire c'est où elle ne les prenait pas du tout, où elle se vidait la boîte, excès de consommation, donc l'argent à un moment donné devient un problème aussi. C'est souvent des gens qui ont des problèmes d'argent, puisque c'est où elle dépensait rien du tout, ou et son frigo était vide, ou la maison c'était une nouvelle maison tous les mois, quoi, avec des plans, des bibelots, etc. Donc consommation. Après, il y a aussi la relation, enfin les relations intimes, pareil. Enfin, c'était compliqué aussi de ce point de vue-là parce que il y a des moments où, en gros, Alors, sans tout le monde rentrer, défilait. Voilà. arrête. Non, Mais sans rentrer dans les détails, c'est vrai qu'elle avait aussi une addiction. Ben ça, c'est une addiction qui existe. Quand les gens vont mal aussi, ils sont dans une surconsommation sentimentale. Ils vont vers tout le monde et n'importe quoi. En réalité, parce que après, ça rentre dans l'intimité de sa maman aussi, mais en réalité, l'addiction, c'est pour combler. Donc, la dépression, la personne va toujours essayer de combler quelque chose à travers soit une relation humaine, soit des produits, soit n'importe quoi qui puisse censément la combler. Après, il y en a qui développent dans l'intimité eh bien, ce qu'on appelle les maladies, les troubles du Diogène, les personnes qui ne nettoient pas leur maison et qui cumulent. On a aussi les troubles obsessionnels compulsifs qui peuvent aussi... oui, ça, ben, elle en avait, par exemple, voilà, on est dans des choses qui énormément. remplir et le corps et l'esprit. Les TOC, ça occupe énormément de temps. C'est génial pour quelqu'un qui va mal parce que éteindre, allumer l'interrupteur 42 fois, ben, pendant ce temps-là, elle n'est pas dans l'élaboration d'un plan machiavélique pour se supprimer, par exemple, ou pour voilà. Donc, c'est pathologique, tout ce qui est TOC, troubles alimentaires, tout ça, mais pour une personne dépressive, ça peut être symptomatique d'une dépression. Donc, c'est vrai qu'il faut être assez vigilant sur tous ces codes-là, ou alors en parler avec des personnes qui maîtrisent assez bien le sujet pour pouvoir déceler les choses. Et donc, toi, Jenna, donc, il y a eu toute cette phase-là donc, où tu as pu observer Oui. ta mère, ses comportements, voilà. Mais même, c'était quelqu'un, par exemple, c'est par exemple, ma mère, je pouvais la voir d'une semaine à l'autre, parce que du coup, on n'y allait que le week-end. Euh, Vous aviez pas la même personne en face, quoi. C'est-à-dire qu'une fois, elle était maigre et blonde, et la fois d'après, elle avait pris 30 kilos et elle était brune. Donc, même physiquement, on voyait des cycles complètement différents. C'est-à-dire que un jour, vous aviez quelqu'un en face de vous qui ne fumait pas, parce que des fois, elle fumait plus. Elle buvait plus, elle mangeait sainement et elle faisait du sport. Et puis 3 semaines après, Tu c'était te... plus la même. Elle se remettait. Ah ouais, Là, attention, parce que je pense que ce que tu décris là, c'est la bipolarité. C'est-à-dire qu'on peut oui, tout à fait. voilà, on peut avoir des symptômes dépressifs, on peut être dans une dépression sans être bipolaire. Là, le comportement, toi, de ta maman, c'est vrai qu'il était très poussé parce qu'il y avait un diagnostic de bipolarité. Donc, il y avait une espèce de, bon, pour aller très vite, hein, parce que c'est pas que ça et c'est pas du tout que ça, mais une espèce de dédoublement de personnalité ou quelque chose de doublé dans la tête. Par contre,
la dépression aussi, ce genre de comportement peut être un symptôme dépressif parce que l'individu va chercher en lui un personnage qui va le rassurer et avec qui il va pouvoir vivre. C'est-à-dire qu'il essaye des choses. D'ailleurs, le conseil en image, tout ce genre de choses, quand les gens vont mal, on essaye autre chose et ça peut être aussi positif. Mais là, c'est vrai que ce dont tu parles là, c'est tellement, comment dire, c'est tellement élaboré quand même que vu que là, le sujet, c'est la dépression, là, on est quand même dans quelque chose qui relève de la bipolarité, tu vois, peut-être, voilà. Oui, je pense clairement. Ça, c'est plus, oui, de la bipolarité, puisqu'il y a ce côté-là où presque, oui, elle était une personne et à un moment donné, une autre. Et même quand je la voyais physiquement, je pouvais savoir à peu près dans quelle phase elle était, puisque quand on connaît la personne, à un moment donné, on arrive presque à distinguer ses phases hautes et phases basses comme ça en la voyant Bien sûr. très rapidement. Alors, attends, on a une question, Jenna. C'est Arnaud. Donc, comment expliquer qu'une dépression soit néfaste alors que l'on compense avec des choses qui sont pour nous positives et réconfortantes? Oui, mais tu compenses quoi? Normalement, l'individu, c'est un être qui a zéro, par exemple. Quand tu vas aller travailler, que tu es dégoûté, par exemple, d'aller travailler, tu te retrouves à -3. Et le soir, tu vas faire ton footing et tu remontes à zéro. Donc en fait, l'être humain, il peut s'équilibrer dans son quotidien par rapport à des énergies lambda. Quand on est dans une dépression, ça prend le niveau de l'humain n'est pas à zéro, il est déjà à -20. C'est-à-dire qu'il se réveille le matin, il est à -20. Donc pour rattraper déjà l'équilibre normal, entre guillemets, c'est-à-dire pour revenir à la normalité, alors qu'il n'a pas encore commencé sa journée, qui a déconstruit encore des choses. C'est-à-dire qu'il est déjà à -20, donc le dépressif. Donc, pour arriver à zéro, il va mettre en place tout un tas de choses. Addiction, cigarette, alcool, dès le matin, hein, 6 heures, on y va. Et du coup, ça consomme, ça se remplit, ça se remplit. Peut-être que vers 10 heures du matin, il est à zéro, mais du coup, il est alcoolisé, drogué Ouais, c'est ça. et après, à partir de zéro, s'il a le courage de prendre la porte d'entrée et d'aller faire une balade à l'extérieur et qu'il y a un monsieur qui le regarde de travers parce qu'il n'a pas son masque, le mec, il rentre chez lui, il se tire une balle parce que d'un coup, il est projeté à -40, Arnaud. Du coup, les choses compenser avec des choses qui sont positives, c'est bon pour tout le monde. Mais pour le dépressif, ça ne le suffit pas. D'où les traitements médicaux pour certains médecins, d'où la santé naturelle pour d'autres médecins, d'où l'intérêt à un moment donné de trouver ce qui va rééquilibrer la personnalité dépressive que l'on a en face de nous. Et ça, là j'insiste particulièrement, il n'y a pas de solution globale. L'individu est unique, on travaille dans l'aspect unique de la personnalité, donc les solutions sont forcément uniques. Je ne sais pas comment on a pu à un moment donné se dire qu'il y avait des solutions globales. Voilà. Ou alors c'est un manque de Non. temps de nos soignants. Voilà, bon, après on peut ouvrir le débat partout, mais c'est vrai que le soin est normalement très individuel. Et puis je trouve que quand la personne elle compense, très vite ça ne la remplit pas assez. Et du coup c'est toujours plus et plus et plus et plus, mais plus on n'y arrive pas et en fait au final non, la personne elle est pas heureuse. C'est ça, elle court après ça tous les jours, et puis après, quand elle trouve plus de solution, elle va prendre son enfant et elle va lui demander de remplir ce truc, chose que tu as été, et etc., etc., etc. En fait, ça ne s'arrête jamais. Et c'est C'est ça. incompressible. Ça suffit pas. Et à un moment donné, je pense qu'il y a la prise de conscience en fait, je fais ça, mais ça me comble pas vraiment. Et alors là, je pense que c'est le pire du pire, quoi. Quand c'est des phases comme ça, ah ben ouais, là, du coup, c'est avec tout ce que je fais, ça suffit pas. Ah ben voilà. Et alors là, c'est très compliqué dans ces phases-là, quoi. Donc, ouais, c'est faussement positif, je pense, sur le moment. Bon, et donc, toi, tu avances dans ton histoire de vie, et puis à un moment donné, tu Donc, m'appelles. alors, oui, alors moi, parce que, alors, après cette phase-là où tout Ah, se passait bien, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble. Déjà, Jenna, ah il faut bon, ça pas que va. ça dure 3 heures, parce qu'en plus, la thématique, elle est. Bon. Mais du coup, vas-y, essaye d'avancer dans De le. faire vite. Alors, en gros, suite à ça, il y a une phase de colère. Donc, du coup, en conflit permanent, permanent, permanent. Donc, elle, du coup, développe aussi énormément d'agressivité. Et à l'époque, je lui répondais peut-être avec de la douceur. Et cette époque-là, en grandissant,
j'ai répondu aussi par de l'agressivité, c'est-à-dire qu'on était en conflit permanent. On était en conflit parce qu'on avait toutes les deux des positions finalement de mère vis-à-vis de ma sœur. On était en conflit parce qu'on avait des positions d'adultes toutes les deux, sauf qu'elle n'avait pas le comportement qui allait avec. Et on était en conflit parce que je lui disais, en gros, enfin pardon de parler vulgairement, mais tu me fais chier quand tu me fous la honte aux courses parce que t'es complètement bourré. Quand tu as des tocs devant les gens et que j'ai honte, quand tu appelles mes amis pour se plaindre de moi parce que soi-disant je ne t'aime pas assez et que c'est à cause de moi que tu es malade, quand tu me fais des tentatives de suicide à toute heure du jour, de la nuit, que moi j'ai une vie et que le lendemain matin par exemple je suis pas bien quand je vais au lycée parce que tu as fait une thèse à 3 heures du mat et que moi de chez moi j'ai dû appeler les pompiers de Nîmes, etc. Donc à la fin il y a une colère de tu ne me laisses pas vivre ma vie et tout ce que toi tu fais ça a un impact sur la mienne. Et donc là clairement donc j'ai grandi avec ça. Après, moi, ben, je suis devenue maman. Donc là, quand je suis devenue maman, on était moins dans l'affrontement, mais par contre, c'était tu n'approches pas ma fille. Elle l'a vu quelques fois, mais je faisais hyper attention parce que j'avais toujours peur de ses réactions. Pourquoi tu m'appelles en plein milieu de la journée alors que moi je suis là, je cours, j'ai fini de bosser, je vais récupérer le petit, toi t'es là en train de m'appeler, en train de te plaindre encore, de faire une tentative de suicide, tu me parles, je comprends rien à ce que tu dis parce que t'as trop bu. Enfin, du coup, il y a une colère qui se fait à un moment donné, on se dit bon, j'ai essayé de te sauver, j'ai essayé de tout faire pour toi, mais tu ne t'aides pas. Et c'est là où j'ai été en tort, parce que je pensais qu'elle ne cédait pas. En réalité, elle n'était pas en capacité de le faire, mais moi non plus. Moi non plus. Et j'osais pas non plus la faire interner. Et je sais que ma grand-mère n'avait pas le courage de le faire non plus. Je peux comprendre, mais vas-y. Ben, c'est à ce moment-là, c'est très important de le souligner, mais c'est à ce moment-là que tu penses que c'est un problème de volonté Euh, Par rapport à moi, par rapport à ta mère qui ne veut pas faire mieux. oui, tout à fait. Je Ah, pense qu'elle ne veut pas faire d'efforts parce que je me dis, elle se dit alcoolique. Par contre, quand elle va aux réunions des alcooliques anonymes, elle va témoigner pour expliquer aux gens comment elle a fait pour arrêter l'alcool. Mais en fait, à Noël, il y a 3 semaines, tu étais complètement bourré. Enfin, et là, on se dit, la personne se fout de moi, en fait. Elle me manipule. Et c'est difficile euh, de faire la différence entre la personne qui, des fois aussi, peut avoir certains traits de caractère et la maladie. Parce qu'on n'arrive plus à distinguer l'un de l'autre. Et du coup, on rejette tout de la personne. Donc, c'est très... Ouais, c'est compliqué. Après, comme on en a parlé, je pense qu'à cette époque-là, je n'étais pas en capacité de réagir différemment. Et c'est à ce moment-là, donc après j'ai eu ma fille, etc., que je me suis dit, bon, peut-être que tout ça, c'est pas normal. Enfin, j'ai vécu aussi d'autres choses, du coup, parce que bah, ça a forcément un impact sur la vie complète et ça fait qu'on a une enfance qui est complètement à part. Et donc, c'est pour ça qu'une première fois, je suis venue te voir. Et c'est marrant parce que on a parlé de plein de choses que j'avais pu vivre, malheureusement, qui n'étaient pas très gaies. Mais ça, je refusais d'en parler. C'était en mode, non, mais ma mère s'est pliée, je peux plus me la voir, merci, au revoir. à ce Et j'ai moment-là, pas voulu. Ouais, la première fois qu'on s'est vu, tu m'avais demandé d'essayer de discuter avec elle et je t'avais dit, même pas la peine, sa présence m'insupporte déjà dans une pièce. Alors là, j'en étais quand même au stade où j'arrivais à supporter sa présence dans une pièce et à lui dire bonjour. C'est qu'il y a eu une période d'adolescence où le fait qu'elle soit assise de moi, ça m'était insupportable. C'est-à-dire, j'avais envie d'en mettre une, quoi, clairement. Donc, on n'était plus du tout dans les jeux de thème, plus de câlins, rien. tu as un Hmm. petit de Julie. Gros câlin, Julie. Non, mais c'est gentil en tout cas, ouais, c'est pas facile d'en parler, mais après, c'est bien d'avoir des retours positifs et de pas être dans le jugement justement parce que c'est ce que je te disais aussi. Faut arrêter de croire que parce qu'on a vécu avec des gens qui étaient malades, alors arrêtez de dire c'est héréditaire. Pas parce qu'on a grandi avec quelqu'un qui était dépressif et bipolaire qu'on l'est forcément, et c'est pas parce qu'on a eu aussi un parcours de vie un peu atypique et que c'est un peu compliqué que pour autant on est complètement déséquilibré, fou ou tout le temps malheureux quoi. Enfin non, pas du tout. Par contre, à cette époque-là, par exemple, j'avais conscience qu'il fallait que je fasse un travail pour moi parce que je me disais que je voulais pas être avec ma fille la mère que ma mère avait été avec moi. C'était quand même une crainte, même si ça s'est toujours très très bien passé avec ma fille. J'ai une super relation avec elle. Mais ce qui est très bizarre, c'est que quand tu m'as dit, il faudrait engager un dialogue avec ta mère, je t'ai dit, laisse tomber, même pas, c'est même pas la peine. Parce qu'en plus, il y avait aussi le fait que plus elle avançait dans sa maladie, vers la fin, euh, c'était difficile d'arriver à la capter elle. C'est comme s'il y avait très peu de moments où il y avait quelqu'un dans la coquille. Et du coup, c'était compliqué de parler avec elle. Et donc, la première fois, je n'ai pas accepté d'ouvrir le dialogue.
je commençais à y penser un petit peu en me disant, bon, quand même, les conseils qu'elle me donne, d'habitude, ils sont toujours bons, donc celui-là, ça doit pas être trop déconnant. Voilà, j'étais en train de me dire, bon, peut-être que oui, il faudrait que j'engage un dialogue, que j'essaie d'engager un dialogue. Et malheureusement pour moi, c'est tombé au moment ben, où cette fois, elle s'est suicidée et donc ben, elle est décédée. Et du coup, je n'ai pas pu avoir cette conversation-là, mais bizarrement, enfin, c'est terrible à dire, mais c'est son décès qui m'a réconciliée aussi avec elle. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai compris. Après, elle a laissé une lettre aussi, mais j'ai compris qu'elle n'en pouvait plus. Et d'ailleurs, elle l'a dit cette phrase dans sa lettre, je n'en peux plus. Et je crois qu'il faut aussi respecter le fait, comme je disais à la fois, c'est comme quelqu'un qui se battrait contre un cancer et à la fin, il est fatigué, il n'a plus de force physique, il est à bout et à un moment donné, il se laisse partir. Bien Et sûr, et finalement, vas-y, vas-y. vas-y, pardon. Non, non, Et je là, t'en finalement, je me dis, c'est ça. En fait, je me suis pas rendu compte qu'elle était à bout. Et quand elle faisait des tentatives de suicide, c'était pas juste pour dire, oh, Géna, j'existe, continue à t'occuper de moi. Alors, des fois, elle faisait ça quand elle faisait des petits textos, des trucs. Je sais que des fois, c'était juste pour avoir mon attention, mais pas quand elle faisait ses tentatives de suicide. Et moi, à cette époque-là, je l'ai vraiment traduit comme ça et j'étais dans l'erreur à ce moment-là. Et c'est quand elle est décédée que j'ai senti qu'en fait, pour elle, c'était juste insoutenable et que ce que je lui demandais, c'est-à-dire de continuer de vivre comme si de rien n'était, pardon, mais sans me faire chier dans ma vie, c'était pas possible pour elle. C'était pas possible pour elle. Et j'ai compris à ce moment-là, oui, qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle a lâché parce que la maladie prenait trop d'ampleur et l'avait usée, usée clairement. Elle n'en Euh, pouvait plus. Et ce que je voulais juste ajouter en parenthèse, c'est vraiment un discours qui revient très souvent dans l'opinion publique, c'est le fait que voilà que le suicide c'est un acte lâche. mm, Alors, je veux pas débattre de ça, hein. Chacun pense ce qu'il veut et c'est très bien. Mais par contre, une personne dépressive, l'acte de suicide ne peut pas être discuté du tout en ce sens. C'est comme si c'était le résultat d'un combat monumental dans la tête de l'individu et je pense que si on prend le temps avec empathie d'écouter quelqu'un qui est vraiment atteint de dépression, de l'écouter parler et de considérer ce qu'il dit sans lui dire mais non là ça va tu en fais trop voilà le fait d'écouter attentivement quelqu'un qui souffre de dépression on se rend très vite compte que c'est aussi symptomatique vraiment que une comment dire une pancréatite ou une maladie organique en fait hein. C'est oui, vraiment c'est presque comme si ça touchait enfin des fois moi je parle d'âme parce que je m'appuie mm, sur un médecin, donc Anne-Marie Giraud, qui travaille sur les souffrances de l'âme. C'est presque une maladie de l'âme. C'est-à-dire oui, qu'on est heurté par, on est heurté de l'intérieur par quelque chose qui n'est pas concret, qui n'est pas palpable. C'est vraiment la maladie de l'âme. Et puis, ça vient déstabiliser toute force de vie, toute force d'action. Donc, l'acte de mort, si vous voulez, ne peut pas être lâche à ce moment-là. Et c'est très important de le dire. C'est le résultat de quelque chose et c'est pas le résultat d'une faiblesse c'est le résultat d'une force monumentale dans la tête de la personne. Et moi, j'en ai marre de faire comme si le suicide, parce que je fais face à ça dans mon travail, j'en ai marre de faire comme si c'était quelque chose de con. Il y a des gens qui sont presque oh putain mais toi t'aimes pas la vie t'aimes pas si t'aimes mais c'est si en ça. fait voilà et en fait aujourd'hui malheureusement voilà on est dans quelque chose où on tient tellement à la vie qu'on ne peut plus comprendre certaines personnes. Merci, Bouchette. Ouais. Merci, je vois des gentils messages depuis tout à l'heure, je te coupe pas, mais merci. Ça me touche. Bon, je sais plus ce que je disais, mais je pense que j'ai fait le tour de ce que je devais dire. Vas-y, Jenna. Non, mais ouais, mais c'est ça, c'est qu'en fait, les gens sont super durs. Et moi, je sais que quand ma mère est décédée, il y a beaucoup de gens qui ont pris ça presque par-dessus la jambe en mode bon, ben, en même temps, c'était son choix. Non, pas vraiment, non. Donc, ou alors on me dira, ah ben super, ta mère elle vous a abandonné. Enfin, il y a des gens qui se sont permis vraiment des réflexions très dures. Quand on ne sait pas, à la limite, ne dites rien, ne dites pas ça. Ne soyez pas aussi violent, c'est-à-dire que vous arrivez, vous connaissez pas la personne et vous êtes là, ah ouais, si, si, bon, ben au final, elle a eu ce qu'elle voulait.
je trouve ça, mais super dur. C'est pour ça aussi que je voulais témoigner. Arrêtez de dire ça. Si vous avez envie de le penser, à la limite, mais ne nous le dites pas. Voilà. Et arrêtez de le penser, surtout, ce sera encore mieux. Mais moi, j'ai très longtemps pensé que c'était effectivement du manque de courage. Je disais, bah, c'est trop facile. Tu nous as mis dans une situation compliquée, tu nous as mis au monde, et toi, tu te permets de nous abandonner, mais nous, on t'a rien demandé. Sauf que je pense qu'elle n'avait rien demandé, effectivement, non plus. Donc voilà, arrêtez de croire que c'est effectivement un acte lâche et, et du coup, en fait, on a l'impression que c'est quelque chose de moins grave parce qu'en gros, la personne, elle l'a voulu, Pas du tout, hein. mais pas du tout. La personne qui vit une dépression est profondément au courant de l'impact que va avoir son geste aussi. Ce sont des personnes parfois qui préparent les choses. Enfin voilà, bon après on va pas rentrer dans les détails, mais c'est une élaboration. Hein, c'est vraiment, en fait, c'est le final d'une élaboration psychologique. En fait, hein, c'est le final de quelque chose. Hein. Souvent, les personnes font des mises en scène ou, enfin voilà. Et ça peut aussi être, ça peut nous permettre à nous, là, enfin, à toi et moi, qui ne sommes pas malades de dépression, de relever aussi comment ça s'observe, quoi. Mm. Oui, mais c'est pour ça que ouais, voilà, il faudrait changer un peu le regard. En fait, moi, je me dis, j'ai eu ce regard-là pendant très longtemps, mais c'était pas un regard d'adulte. Finalement, je pense que c'était le regard de l'enfant en colère qui était en moi très longtemps. Et c'est pour ça que je pense que finalement, c'est au moment de son décès. Alors, je précise que je n'ai pas de sentiment de culpabilité parce que la première chose que les gens disent, par contre, ils adorent dire ça, c'est il faut pas se sentir responsable. Je ne t'ai pas dit que je me sentais responsable. Alors déjà, le fait qu'on nous le dise. hmm, Ça, c'est assez rare. C'est vrai que les personnes qui ont un entourage, voilà, qui met fait un séjour, ont tendance à se sentir coupables. Donc, c'est une grande force que tu as et c'est génial que tu abordes le truc comme ça, vraiment, quoi, parce que ça fait un bagage très lourd après. Et donc, pour revenir à ce que tu racontais, donc, on s'est au téléphone, donc ensuite, il y a bon, ce malheureux passage à l'acte avec le courrier et tout ça. Et donc, ensuite, Et donc c'est ensuite que donc moi j'ai repris contact avec toi et je saurais même pas dire je sais pas ce qui a été un déclic. En fait c'est quelque chose déjà le suicide chez quelqu'un de malade qu'on attend sans attendre. C'est-à-dire que c'est comme si c'était quelque chose auquel on se préparait tout le temps, eh mais oui. finalement quand ça arrive, on se dit mais c'est pas possible. Et même dans mon entourage, que ce soit donc la sœur de ma maman, qui est ma tante, et ma grand-mère, sa maman, il y a eu ce moment où on s'est dit, mais c'est une erreur. Alors que ça n'aurait pas dû nous étonner, puisqu'elle faisait ça très régulièrement. Enfin, en tout cas, elle faisait des tentatives régulièrement. Mais il y a toujours quand même cette notion d'étonnement. Et on s'est dit, ah, mais en fait, la personne voulait vraiment mettre fin à ses jours. C'était Et pas moi, je pense que fait. Il y a quelque chose qui relève du film aussi, hein, dans les personnes extérieures à la situation. C'est un peu un film, en fait. On se dit, mais putain, on va jamais en arriver là quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une croyance, un fantasme aussi peut-être, une sécurité de l'esprit qui fait que on se dit que on va toujours réussir à garder la personne avec nous. Il y a une espèce d'acharnement aussi de la part des familles et des proches, un acharnement qui est extrêmement difficile aussi à maintenir, j'imagine. Enfin, je le vois quand on m'en parle. Mais du coup, ouais, c'est le parcours du combattant. ouais. Donc voilà, et c'est aussi pour ça que je pense que c'est important d'en parler parce que j'aurais aimé faire ce travail-là avant avec ma mère. En gros, le pouvoir accepter pleinement sa maladie et lui pardonner à elle, enfin pardonner, il n'y a rien à pardonner finalement, puisque le suicide, enfin c'est pas quelque chose qu'elle m'a fait à moi, c'est elle qui en pouvait plus et qui a mis fin à ses jours. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, c'est de ne pas rester dans la colère, de s'informer. Mais en fait, c'est un problème de toute façon qu'on voit aussi dans la société. Quand on ne s'informe pas, on réagit par la violence et par la colère. Et c'est exactement là ce qui s'est passé. Et je me dis au final, bien sûr que ça n'aurait rien changé. Honnêtement, clairement, allez, peut-être que si à ce moment-là on s'était entendu, elle aurait peut-être vécu 1 ou 2 mois de plus. Mais la phase d'après, bah, elle aurait, voilà.
Donc, je sais que ça serait arrivé dans tous les cas. Par contre, pour moi, ça aurait pu changer des choses. Le fait de me dire, ma mère est partie, j'étais en paix avec elle, ça aurait pu changer des choses pour moi. Parce que du coup, le travail de deuil est différent et le travail de deuil est plus compliqué quand la personne part et qu'on est en conflit avec cette personne. Et ça, c'est pareil. Les gens vont nous dire, oui, bon, ta mère a s'est suicidée, en même temps, tu t'entendais jamais avec elle. Non. Enfin, voilà, comme si c'était plus vraiment notre mère. En gros, bon, ça va, tu t'en plaignais et maintenant, voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est pas Oui, parce qu'on est en conflit avec la personne que c'est moins grave. non, tu nous as fait chier quand elle était là, tu vas pas nous faire chier quand elle est plus là. Enfin, c'est presque, oui, C'est oui, non. exactement ça. Ben oui, C'est exactement ça. Et après, je pense qu'on n'a jamais. il y a des personnes qui s'en vont. Après, Jenna, il faut qu'on avance un peu. Après, on pourra refaire ça si tu veux sur un autre sujet Mhm. avec plaisir. Mais du coup, au moins, ça ne dure pas parce que parler d'une heure, c'est peut-être beaucoup. Mais vas-y, je te laisse parler. J'interviens plus et après, on clôture avec quoi faire, proposer des solutions. Si les personnes qui sont présentes, elles ont aussi des idées. Mais du coup, comment toi, tu t'es patouillé un petit peu de ça après est-ce que le processus de deuil est terminé là voilà, dis-nous. Après, enfin, en conclusion, je pense il faut en parler. Il faut essayer de pas rester dans la colère. Il faut vraiment être dans le dialogue avec la personne. Je pense que ça sert à rien non plus d'essayer de trouver une position de sauveur. C'est-à-dire que moi, j'ai eu toutes les positions possibles et imaginables avec ma mère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai voulu la sauver. À un moment donné, j'ai voulu être sa mère. À un moment donné, j'ai voulu être sa fille. À un moment donné, donc j'ai pris toutes les positions. Non, il faut que la maladie, malheureusement, elle est entre la personne et elle-même, même si ça touche l'entourage. Et nous, autour, on peut juste la soutenir. De la même manière que quelqu'un va avoir une maladie physique, c'est son corps à elle qui va se battre, mais nous, on peut être là pour la soutenir. Et finalement, c'est la même chose. Alors, bien sûr que la finalité ne changera pas. On peut pas sauver quelqu'un qui, à un moment donné, n'en peut plus et met fin à ses jours. Par contre, déjà pour soi, c'est mieux. Ouais, je pense que vraiment, faut en parler en fait et arrêter de croire que c'est quelque chose que la personne est méchante. Ça très longtemps je l'ai cru et voilà, il faut en parler pour essayer de l'accepter, accepter les gens comme ils sont et essayer de faire au mieux avec la maladie. Ok. Voilà, en gros. Est-ce que toi, comment t'as fait du coup? Comment t'agis après coup avec un regard peut-être plus distant? Comment t'as fait pour en arriver là dans ta réflexion aussi? Ben, honnêtement, je me suis informée aussi beaucoup sur la maladie, Mhm. chose que je n'ai jamais fait avant et qu'on n'a jamais fait pour moi non plus. Alors, peut-être pas à l'âge adulte. À l'âge adulte, j'aurais peut-être dû le faire moi, sauf qu'à ce moment-là, j'étais dans une phase de colère. Ça, on en a parlé aussi. Il y a des moments où on n'est pas en capacité de se dire, soit de prendre du recul, de se dire, bon, là, faut que je me renseigne sur la maladie, il faut que j'arrête d'être dans. Là, j'étais pas en capacité de le faire. Mais, euh, ouais, voilà, je pense que je me suis informée, j'en ai parlé. Alors moi après c'est un peu comme si je lui avais parlé en fait, comme si j'avais mis les choses à plat. Après bon moi après ça c'est très personnel, je suis très terre à terre pour moi. Bon voilà, elle est décédée, c'est terminé en soi. Euh, Après exactement comment j'en suis arrivée là, bah, je pense que c'est important d'en parler aussi avec toi. Le programme aide aussi énormément parce que ça nous fait avancer dans notre réflexion. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses aussi du quotidien qui se passent mieux quand nous, on est en paix, entre guillemets, par rapport à une situation. Et du coup, on fait en sorte que ça s'arrange, Alors, quoi. je te parlais même pas du volet du programme ou du volet thérapeutique, je te parlais plus dans ton quotidien de vie. Comment tu vois, quand tu te lèves le matin, quand tu peux plus appeler ta mère et que le truc, comment ça s'est passé ce laps de temps de l'après? Euh, Tu nous as dit que tu n'avais pas eu de sentiment de culpabilité, donc ça c'est génial. Non. Est-ce que tu as eu des réflexions, des choses comment aussi, c'est très intéressant aussi de parler sans parler du programme et tout, parce que voilà, là on parle vraiment de ton histoire de vie, même si c'est cool de dire que ça t'apporte des choses, moi ça me permet aussi Non, que mais c'est vrai. voilà, que c'est utile. Mais au-delà de ça, c'était plus la question. Moi, ma question, c'était plus dans ta vie à toi, comment, voilà,
comment les choses elles se sont passées après, comment aujourd'hui aussi, qu'est-ce qui te reste aujourd'hui à clôturer, tu vois, ces infos-là, voilà, comment on se détache aussi petit à petit quand on a eu quelque chose qui est aussi lourd dans son quotidien depuis enfant. Oui. Mm. Alors après, juste je reviens sur le fait que en parler. Donc moi j'ai choisi de faire ce programme-là avec toi, mais dans tous les cas, et ça c'est pareil, c'est un tabou. Aller voir quelqu'un, tu sais, c'est un truc. Tu vas voir quelqu'un, t'as un problème. Non, faut arrêter. C'est juste qu'on a conscience qu'il y a des choses chez soi qui fonctionnent peut-être pas comme on le voudrait ou qu'on a juste envie de vivre mieux. Parce que moi, pendant très longtemps, et la première fois que je suis venue te voir, non mais tout va bien, merci, mais tout va bien quoi. Et en fait, quand tu creuses un peu plus, ouais, sur le moment où tout va bien. Mais le jour où il y a une bombe qui arrive, comme par exemple le suicide de ta mère, là tu fais, ah ouais, d'accord, c'était comme ça. C'est Et donc en parler avant. bien sûr, c'est exactement la phrase que j'ai postée sur l'Insta, là, de la définition d'être prêt. Il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre, en fait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux aborder des choses qui font partie de nous, des petites failles, des choses qui sont déconstruites avant la guerre, du coup, au moins on est un peu prêt, quoi. Moi, c'est mon principe de base. Après, chacun fait Oui. comme. Oui. Et donc voilà. Et après, moi, dans le quotidien, il y a eu plusieurs parce qu'en fait, il y a le décès. Alors c'est terrible à dire, mais ça, franchement, je pense que c'est pareil, c'est un sentiment où il faut pas culpabiliser. Malheureusement, dans l'entourage, il y a aussi une part de soulagement. Parce que du coup, au quotidien, il y a plus cette pression, entre guillemets, que met aussi la personne sans le vouloir, euh, où ça revient sans cesse, et les tentatives de suicide, etc. Et du coup, malheureusement, pour l'entourage, il y a aussi un peu de soulagement Ça, de se c'est dire, sûr, c'est hein. dur à dire, ouais, parce que les gens parfois disent, mais attends, en fait, t'es contente. C'est pas du tout ça. Les Et ça, personnes faut. Les personnes qui sont dans le soutien de leurs parents ou grands-parents, qui sont un peu grabataires, alités, tout ça, ont un peu le même discours. C'est-à-dire que c'est atroce de perdre nos proches, mais il y a une sensation de. Et effectivement, tu fais très bien d'en parler parce qu'il faut jamais se sentir coupable euh, que les choses qui sont lourdes à porter dans son quotidien s'arrêtent. Tant qu'elles sont là, ben, on les porte, mais quand elles sont plus là, on a le droit aussi d'exprimer la sensation de bien-être qu'on a, voilà, de bien-être. Le mot, il est dur. Même moi, je me sens dure là quand je parle, mais en même temps, je me sens cohérente et juste aussi quand je dis ça. Parce que j'ai conscience du poids que peut représenter une personne qui va mal, en fait. Donc, c'est très délicat de le dire, mais c'est une vérité. Donc, tu fais très bien de le dire. Tu as raison. Oui, et oui, parce qu'on se dit, ça y est, c'est fini, parce que même si la personne, c'est elle qui mène le combat, on le mène aussi à notre manière. Et du coup, oui, il y a une forme de soulagement de se dire, bon, là, on arrête de se battre, quoi. Ça y est. Après, ouais, il y a le, on arrête de se battre, il y a le regret, mais dans le sens où on se dit, bon, ben, peut-être qu'on aurait dû faire les choses plus tôt parce qu'on croit toujours qu'elles vont pas arriver tout de suite et parfois elles arrivent beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait. Euh, et après, il y a le moment où on fait un peu plus la paix. Et après, moi, voilà, le travail de deuil, il est compliqué à faire parce que du coup, j'ai ce sentiment, comme je disais la dernière fois, de lui devoir du temps. Parce que quand on perd quelqu'un avec qui on est en conflit au moment où il décède, on est en conflit avec, on se dit, bon, putain, en fait, j'aurais mieux fait si j'avais su qu'il me restait autant enfin, si peu de temps, j'aurais fait la paix avant. On n'est pas devin, on ne sait jamais comment la vie elle se déroule. Et si on l'a pas fait avant, c'est qu'on n'était pas prêt à le faire. Mais, euh, mais voilà, il y a toujours, du coup, enfin moi, pour moi, en tout cas, j'ai toujours cette impression de lui devoir du temps. Et si je fais ça aujourd'hui aussi, c'est pour quelque part lui rendre ce temps-là et peut-être aider des gens qui sont dans cette situation, qui vont être dans ma situation et qui vont perdre du temps avec un proche. Arrêtez de vous battre. Déjà, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et c'est pas parce qu'on, en plus, c'est pas parce qu'on se bat contre ça que pour autant ça ne nous touche pas. Parce que je vois la colère dans laquelle j'étais, ça voulait bien dire que ça me touchait. Alors j'ai dit non mais c'est bon, je m'en fous. Gna, gna. J'étais tellement dans une colère que quand on est en colère comme ça, c'est que ça nous touche forcément. Donc dans tous les cas, on n'empêche pas les choses de nous atteindre et on coupe juste un lien et enfin on croit le couper et un jour ça vous revient en pleine tête quoi. Donc juste parler avant que ce soit trop tard. Super. Euh,
Ok, Jenna, écoute, Fatima, pleurer, un mort est un acte égoïste. Fat, je sais pas si tu as entendu la thématique je sais pas si tu es là depuis le début. Alors, on parle d'un mort en suicide, donc c'est un peu particulier. Mais du coup, là, on va pas tarder à clôturer. Donc, les solutions, Jenna. Les solutions pendant, ben, tu nous en as parlé là pendant 1 heure. Les solutions après coup, tu nous en as parlé aussi. Peut-être qu'on peut faire un petit récap de pendant, parce que après coup, moi j'invite vraiment toutes les personnes pour qui le témoignage de Jenna résonne, ben, d'aller lui parler directement, hein. Son Instagram, c'est celui-là. Donc c'est peut-être plus simple de discuter avec quelqu'un en individuel. Et Jenna, ben, c'est top que tu restes dispo pour ça aussi. Oui, bien sûr. Voilà, c'est important que les humains qui vivent des choses s'interconnectent. Bon, on est déjà interconnectés, mais peu de gens le savent. Mais du coup, que quand on vit des épisodes où voilà, le témoignage depuis la nuit des temps, hein, les livres de témoignages, voilà, ce sont des sujets d'études. En fait, c'est le réel. Donc voilà, les solutions sur le moment. Donc on disait effectivement ne pas être dans un déni, constater dans des situations d'extrême urgence orientées vers tout ce qui est hospitalisation. Ou soins médicaux, ou maison de repos aussi, c'est possible, ça fait moins froid, Oui, hôpital psychiatrique. Je crois qu'il y a des coûts financiers en plus, mais c'est vrai que la maison de repos, c'est un endroit qui est sécurisant, qui relève plus du bien-être, bon voilà, du repos, donc ça fait moins peur que l'hôpital psychiatrique, surtout dans le contexte actuel. J'invite vraiment les personnes qui vont mal à aller en maison de repos, parce que la psychiatrie, c'est assez chaotique là pendant le Covid. ouais, c'est particulier, ouais. Et l'état des hôpitaux, là, c'est très compliqué. Bon, bref, c'est un autre sujet. Ensuite, s'entourer de lumière, s'entourer de personnes positives. Si les personnes positives sont profondément positives, elles vont passer quelque temps avec vous. Donc, si vous êtes en dépression, voilà. Donc, ne focalisez pas, ça aussi, Jenna, tu l'as dit, sur des fréquentations sombres, néfastes. Voilà, il Ouais. faut continuer de persister, de s'entourer de petites lumières. En parler, toujours en parler, n'importe où, à son ami, à son conjoint, enfin, voilà, des relations plus ou moins proches, à ses profs aussi, à ses professeurs. Moi, j'ai vu qu'il y avait plein d'élèves à moi, voilà. Il y a des élèves qui viennent me parler à la fin d'un cours, comme ça, dans le couloir. Il y a des personnes qui ont aussi le courage de passer directement un coup de téléphone pour prendre un rendez-vous et discuter, que ce soit avec moi ou n'importe quel autre professionnel. Ça, c'est génial, mais c'est pas évident. Pensez aujourd'hui aux réseaux sociaux, parce que l'accès aux thérapeutes est extrêmement rapide. Vous pouvez envoyer des messages sur Instagram. Vous avez des psychologues, vous avez des psychiatres, vous avez des médecins, des sophrologues, vous avez des gens comme moi, vous avez de tout. Et chaque professionnel est fait pour quelque chose. Donc, vraiment, orientez-vous, parlez-en. Il ne faut pas garder les choses à l'intérieur. Et quoi d'autre, Gina? Et, merci, pas tas de choses. Et, non, oui, d'en parler, d'être entouré. Est-ce que toi, tu Après, conseilles... moi, c'est vrai que je suis plus à la place de ceux qui sont autour, mais finalement, les conseils ils vont être les mêmes. Essayez de bien vous entourer, pas de gens qui vont être dans le jugement, parce que voilà, d'être plutôt avec des gens qui vont être bienveillants avec vous. Ne pas croire que c'est rien, qu'il n'y a que le malade qui doit en parler et peut-être aller voir quelqu'un, parce que c'est pas rien. Alors oui, ça forge, hein, c'est sûr, et ça fait grandir plus vite, mais c'est bien d'en parler pour pouvoir le digérer correctement, en fait, entre guillemets. Euh, et après, ouais, enfin non, mais je crois que tu as bien résumé en gros ce qu'il y avait à dire. Ouais, et puis essayer de trouver en fait des gens bienveillants parce que je pense que quand on a ce genre de maladie aussi, c'est compliqué, les gens ne le comprennent pas et des fois ils sont un peu durs, un peu sévères. Donc voilà, ne pas croire que tout le monde pense la même chose et qu'en gros il faut s'en cacher. Parce qu'il y a beaucoup de honte et de tabous autour de ça, alors que finalement c'est une maladie comme une autre, donc faut arrêter de faire comme si ça n'existait pas déjà de un, et surtout d'avoir ce regard de jugement. Mais tu avais mis un truc aussi là-dessus. Je crois que c'était juger les gens, c'est s'empêcher de les aimer ou le temps qu'on passe à les juger, on les aime. Enfin, tu vois. Et c'est exactement ça. Je me dis, et finalement, à un moment donné, moi, j'ai été même dans le jugement vis-à-vis de ma mère, et c'est du temps que j'ai pas pris pour l'aimer, alors que voilà quoi. Au final, j'aurais Ouais, peut-être mieux fait. Bon, si on c'est juge comme ça. les gens, on ne peut pas les rencontrer comme ils sont. Ou Exactement.
a un jugement déjà en tête, donc ce qu'on appelle des a priori. L'a priori, c'est quelque chose qui va se positionner sur le visage de votre interlocuteur avant même qu'il ouvre la bouche. Et du coup, c'est cela qui a à déconstruire dans le rapport à l'autre. En tout cas, si c'est difficile de le faire aujourd'hui au quotidien, vu le contexte, vu les relations humaines et tout ça, faites-le au moins avec les personnes que vous aimez. Je rejoins Jenna dans le discours, mais je pense que c'est un effort qu'il y a à faire au moins voilà, avec des proches, puisque ce sont vos actions d'aujourd'hui aussi qui vous permettront de ne pas être dans d'éventuels regrets ou voilà, même si effectivement le temps on ne le maîtrise pas. Hein. Non, Voilà. Super. voilà. Ah, Voilà, voilà. sacré témoignage. Merci. Bravo, bravo. Est-ce que vous avez des questions bon, en même temps, ça fait 1h20 là, on a squatté, Jenna. Ah, Mais c'est génial, c'était super. C'était super, je sais pas, je pense pas qu'il y ait de questions ou alors je sais pas, mais si vous avez des questions au-delà des gens comme on aime, avec tous ceux qu'on croise, bien sûr, Fatima. Alors ça c'est très, ça c'est l'utopie. Moi c'est mon fonctionnement. J'essaye en tout cas chaque jour d'être comme ça. Mais c'est vrai que il y en a qui n'ont pas forcément la force. Du coup, merci Imad, merci Béa, merci Shamsia, merci vraiment d'avoir été là, d'avoir écouté Jenna. Bon, je sais plus ce que je disais, mais Non, tu parlais de ce que Fatima avait mis. oui, du coup, alors attends. Je, ah oui, avec tout le monde, voilà. Non, je disais juste que, voilà, là, comme on disait pendant, ce n'est pas l'utopie, tu le fais. Oui, mais Fatima, on parle des personnes qui sont dépressives. Quelqu'un qui est dépressif, c'est utopique pour lui de faire ça. C'est en ça que je dis ça. Mais après, pour moi, Non, c'est après, c'est moi, je moi. suis pour lumière, lumière, lumière. Mais quand quelqu'un n'y arrive pas, ben, il le fait pas exprès. Et c'est pas drôle de pas réussir à dégager de la lumière. Donc il faut expliquer à l'autre, l'aider, l'accompagner, le soutenir. Ah, moi j'ai un truc à rajouter vraiment très important que Jenny a commencé tout à l'heure là, mais en disant que quand c'est oui, mais le sujet du live c'est la dépression, Fat. Mais oui, c'est parce que tu n'étais pas là au début. Lorsque vous avez dans votre entourage des personnes qui souffrent de dépression, gérez vos émotions individuelles aussi. Quand vous avez des journées compliquées. Moi, par exemple, là, j'ai commencé à travailler ce matin à 7h30. J'entends des gens qui vont pas bien toute la journée. Si j'ai une sœur qui fait une dépression, je vais pas aller boire un verre chez elle à la fin de ma journée après un live à 22h. Parce qu'on sait on sait très bien qu'on est à ce moment-là, on sait très bien qu'on est fatigué et que on risque nous aussi d'avoir des réactions qui vont pas être agréables pour l'autre. Donc, quand vous avez cerné l'énergie de vos proches ou si vous avez cerné que quelqu'un n'allait pas trop bien, essayez vous aussi de vous réguler dans les visites. Allez-y dans des moments où vous n'êtes pas à zéro, par exemple, vous n'êtes pas dans une énergie qui est centrale, vous êtes plutôt à 20, vous avez fait du shopping, vous avez passé une semaine de vacances, tout ça, et au moins quand vous allez chez la personne, elle ne vous éteint pas. Parce qu'il y a aussi la lumière qui s'éteint hein, quand on a ces personnes-là dans notre entourage. On va les voir. L'expression des gens, c'est elle m'a vidé. Ouais, c'est ça. Ça, les gens, ils me le disent très souvent. Oh là là, j'ai été voir ma mère, elle m'a vidé. Oh là là, j'ai été voir Pétard, je vis avec quelqu'un, il me vide. Tous les jours, je suis vidée, quoi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont pas bien et qui ponctionnent un peu. Donc ça, soyez vigilants aussi. Voilà, vous gérez aussi la relation. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui ne sont pas fréquentables. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de les fréquenter, mais voilà, moi je me dis que si on a des amis qui tombent malades et qui font une dépression, c'est pas la peine de les abandonner, mais par contre, vous pouvez choisir vos moments. Voilà, voilà, voilà. Ben, je pense qu'on a fait un peu le tour, Jenna, de ton témoignage. Après on en discutera toutes les deux. Bien sûr. On va, J'espère bien. mais du coup,
Non, je réfléchis si on est passé, mais en même temps, tu es plus toi là. Peut-être, moi, je réfléchis plus à la théorie, tout ça. Mais toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as l'impression de ne pas avoir dit ou Non, non, non. Après, voilà, juste parlez-en. Et oui, s'il y a des gens qui ont des questions ou des envies de parler, je suis là parce que c'est aussi pour ça que je fais ça. C'est pour que les gens en parlent et que moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un à qui en parler, qui ait peut-être plus d'expérience, entre guillemets, dans la maladie, plus de recul. Donc, c'est aussi pour ça voilà, que je le faisais. Et ouais, comme tu dis, en fait, il faut que les gens aussi prennent soin d'eux pour pouvoir prendre soin des autres. Et je pense qu'à ce moment-là, quand j'étais en colère, j'aurais dû faire un travail sur moi pour pouvoir après être là pour l'autre. Et donc, comme tu dis, c'est important de choisir aussi les moments, mais c'est aussi un moment global. C'est soi-même aller bien pour pouvoir aider l'autre, quoi. De la même manière que dans un avion, on nous dit toujours, en tant que parent, vous mettez le masque avant de mettre celui de votre enfant, sinon vous n'êtes pas en capacité d'aider l'autre, en fait. Et là, c'est pareil. Je pense qu'aussi, on ne peut pas aider quelqu'un quand soi-même, on refuse de faire un travail sur soi. je suis d'accord. Merci Julie. Voilà. Merci. Merci Béa aussi. Voilà. Ouais, merci à tous. Je vois des messages gentils. Je n'ai pas répondu à chaque fois pour pas te couper parce qu'en plus, quand on me parle, ça coupe l'autre. Mais merci beaucoup. Voilà. Bon, ben je vous souhaite à tous une bonne soirée et bonne soirée à toi, Jenna. Peut-être que cette colère. Ah, c'est Julie qui te parle, Jenna. Peut-être que cette colère, c'était le moment où tu avais besoin de te remplir en énergie. Bah, c'est surtout, je pense que c'était le moment où je n'étais pas en capacité de réagir autrement, de toute façon. C'est ça aussi, c'est ce qu'on en parlait. Il ne faut pas culpabiliser aussi des réactions qu'on a pu avoir, parce qu'on voilà, on en discutait ensemble. Quand on a une certaine réaction, c'est la réaction qu'on avait à l'instant T, mais on n'était pas en capacité d'en avoir une autre. Et c'est le recul aujourd'hui qui fait qu'on se dit, mais j'aurais pas dû réagir comme ça. Sauf qu'à l'époque, voilà, c'était pas possible. Mais ça, c'est encore en travail. Ouais. Après, peut-être que Julie, elle parlait aussi de, tu sais, l'émotion, elle est porteuse d'une énergie à chaque fois. Et c'est vrai que il peut être dit dans la science des émotions que les émotions se déclenchent pour que l'humain dispose de l'énergie en lien avec l'émotion. Donc peut-être qu'à ce moment-là aussi, tu avais besoin de la colère et du coup, enfin, ce petit message de Julie, il peut aussi te faire D'accord, comprendre je vois. Pour que me tu remplir en énergie, oui. n'as pas Alors, déclenché des colères, par exemple. ouais, alors non, par contre non, parce qu'en fait, je trouvais mon énergie ailleurs, comme si j'avais une deuxième vie, une vie d'ado normale entre guillemets, et cette vie-là. Donc, j'avais pas besoin je pense que j'avais pas besoin de ça, non. Je trouvais d'autres énergies ailleurs. Je pense que juste que si j'ai répondu par la colère, c'est parce que c'était peut-être la seule chose aussi que j'avais pas essayé, parce que j'avais essayé de la comprendre, j'avais essayé d'être douce avec elle, j'avais essayé de prendre moi la responsabilité de certains de ses actes. Mais peut-être qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je vais tenter la colère aussi. Mais je pense pas que c'était pour. Je pense pas que c'était. Non, c'était ça, parce que je le gérais avant autrement, mais c'était juste qu'à ce moment-là, je savais pas comment faire autrement. Ok. Ben, peut-être que Jenna, si tu veux en parler avec Julie, tu sais, c'est son Insta, Julie Blanc. Au moins, si tu veux aller en discuter avec elle individuellement. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup pour ce moment à tous. Et merci énormément à toi, Jenna. Et bravo, bravo, bravo pour ce courage. Ben, merci à toi et merci pour tous ces regards bienveillants. Et ça fait du bien, voilà, de pouvoir en parler sans avoir des gens qui nous jugent ou qui nous prennent pour des fous, comme on dit. Donc voilà, c'est Off. agréable. Non, mais c'est vrai, voilà. Bon. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.